Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro s'alignera fin octobre sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès à bord d'un bateau dernier cri Paprec Arkea avant de s'attaquer à son premier Vendée Globe l'année prochaine. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra 5 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 129e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 28 août, il est 19h15 et nous inaugurons pour ce dernier épisode du mois d'août un nouveau format que nous retrouverons à d'autres occasions cette saison, à savoir avec un invité unique qui va nous parler de son actualité et de ses projets en cours. Notre premier invité vient tout juste de remporter en classe 40 l'édition 2023 de la Palermo Monte Carlo, dont il était d'ailleurs le tenant du titre. Il complète ainsi un grand chelem cette saison sur les courses qu'il a disputées en Méditerranée, puisqu'il a auparavant remporté sur Made in Midi la Porcols Race, la Paprec 600, la Giraglia et la Massilia Cup Offshore. Il va maintenant changer de monture, mais pas de classe de bateau, puisqu'il va rester en classe 40. Il va s'aligner à 62 ans le 29 octobre aux côtés de Bertrand Guillonneau sur le Pogo S4 Movember au départ de sa 12e Transat Jacques Vabre. Je crois que c'est un record. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Quito de Pavan qui est rentré chez lui à côté de Montpellier. Salut Quito. Et salut Axel. Eh bien, Quito, on va commencer par justement parler de ton actualité immédiate. Comme je le disais en introduction, tu viens tout juste d'achever et de remporter la Palermo Monte Carlo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette course, comment ça s'est passé, de nous présenter un peu ton équipage? J'ai fait cette Palermo Monte Carlo avec mon vieux copain Philippe Gros, avec qui je navigue depuis, j'ose pas le dire, mais plus de 40 ans. C'est bien peut-être 45. Voilà, et il a fallu que je pallie l'absence de Gwen avec qui on avait prévu de faire cette course, Gwen Spiek, que tout le monde connaît, et je l'ai remplacé par Françoise, ma femme, qui a été un peu obligée de s'associer à nous, mais heureusement il y avait du petit temps, ce qui nous a permis de la convaincre. Du petit temps, raconte-nous un petit peu cette course, parce que du petit temps en Méditerranée, il faut sans doute jouer un petit peu, il y avait sans doute pas mal de jeux. Ouais, il y a beaucoup de jeux, c'est compliqué, donc il faut. C'est vrai qu'on jouait avec des bateaux qui étaient quand même beaucoup plus armés que nous dans les petits airs. Classe 40 sont pas réputés pour des bons bateaux de petit temps. Et il fallait jouer avec la stratégie, donc c'est toujours un petit peu compliqué en Méditerranée. Il y a beaucoup de relief, donc beaucoup d'effets de côte. Donc un coup ça passait au large, un coup ça passait à la côte. On a un passage formidable au sud, dans les Bouches de Bonifacio. Là on est passé sous Spie. En fin de journée, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait énormément de bateaux de croisière, de tout type, des bateaux à moteur, des gros bateaux, des boats de 60 pieds. Il y avait un peu incroyable. C'était un spectacle absolument incroyable. Donc il a fallu jouer un petit peu avec tout ça, et c'est vrai que je pense qu'on a franchement fait une jolie trajectoire.
un coup au large, un coup à terre, quelquefois un peu trop tôt, quelquefois un peu trop tard, mais globalement, on a fait moins d'erreurs que les autres et on est vraiment très très satisfait de notre trajectoire pour arriver sixième en temps réel avec les beaux bateaux qu'il y avait. Vraiment une belle perf. Et puis évidemment, on a le plaisir, voilà, d'avoir gagné en classe 40, ce qui n'était pas simple parce qu'on avait quelques concurrents redoutables, notamment nos amis croates, menés par Ivica Kostelic, notre slalomeur préféré. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs qu'il slalome aussi bien sur l'eau Légende du ski alpin. que ah ben ouais, puis c'est vraiment un bon gars et puis on voit bien que ces sportifs de haut niveau, ils lâchent rien, quoi qu'il arrive, ils apprennent vite et ils lâchent rien. C'est un compétiteur vraiment acharné et c'est vrai qu'on s'amuse bien ensemble. On se régale, on fait depuis le début de la saison d'ailleurs, on s'est pas lâché. À chaque régate, ça a été un peu pareil, c'était une grosse bagarre avec Ivica. Il est souvent devant et quand même à la fin, c'est Quito qui gagne, donc ça c'est sympa. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, on rappelle qui est Ivica Kostelic, hein, une légende du ski alpin croate. Sa sœur Janica était aussi multiple médaillée mondiale, olympique, a gagné plein de coupes du monde. Justement, c'est étonnant de voir. On avait l'exemple en France de Jean Galfion qui était passé du saut à la perche aux classes 40. Là, on a un skieur de haut niveau qui passe du ski aux classes 40. C'est étonnant de voir un sportif comme ça réussir une reconversion dans un autre sport. C'est à peu près, c'est assez logique. D'abord, les sportifs en dehors de la voile prennent leur retraite beaucoup plus tôt que nous, hein, donc à 30 ans, 35 ans, qu'ils soient footballeurs, rugbymen ou skieurs, ils arrêtent la compétition. Et c'est vrai que la voile, ben, c'est aussi un sport mécanique, comme le ski. Il y a beaucoup de glisse, évidemment, donc ça se rapproche finalement assez bien. Et puis la Croatie, c'est un pays maritime, donc ils sont pas loin de la mer et ils adorent ça. Il faisait de la voile quand il était petit et je pense qu'il adore le sport, il adore ça et je pense qu'il prend beaucoup de plaisir, voilà, à naviguer en classe 40. On a aussi en classe 40 d'ailleurs un Aurélien Ducrozes qui fait ça très bien et je me souviens d'avoir couru en IMOCA contre Luc Alphand aussi. Donc il est pas unique, il vit ça et c'est très très agréable en tout cas d'avoir ces gens-là qui amènent une certaine fraîcheur finalement dans notre sport. Et à la fin, comme tu le disais, c'est Quito qui gagne. Quito, tu as gagné justement toutes les courses auxquelles tu as participé cette saison en classe 40. Est-ce que c'est parce que Quito est le plus fort ou est-ce que la concurrence est peut-être moins élevée? Alors il y a un peu des deux, hein. C'est sûr que la concurrence est moins élevée, il y a moins de bateaux euh, que du côté de la Bretagne, mais ces résultats qui paraissent assez limpides, c'est-à-dire que on a fait cinq courses cette année en classe 40, j'ai gagné les 5, et en fait ça cache finalement une grosse bagarre avec des justement on parlait d'Ivica, mais il n'y avait pas qu'Ivica, il y a aussi Marco Guerra sur un bateau neuf qui est le 171, qui s'appelait Influence avant de changer de propriétaire. Il y a des vieux bateaux. Je pense à Vaquita, d'un Italien qui s'appelle Alessio Bernabò, qui est un Aquilaria de première génération, mais qui marche très très vite dans les conditions, dans les petits airs qu'on a souvent rencontrés cette année en Méditerranée. On a fait un podium, par exemple, il y a un autre Pogo 2 qui a fait un podium sur la Paprex 600. En fait, la concurrence est redoutable. Il y a beaucoup de coups qu'on arrive à gérer et puis quelques aléas qui sont plus difficiles à prendre. Donc, il y a beaucoup de jeux. Alors, c'est vrai qu'on a bien navigué. J'ai un bateau qui est prêt. J'ai un peu d'expérience, peut-être un peu trop aujourd'hui, mais l'expérience fait que effectivement on fait un peu moins d'erreurs que les autres. Mais je peux vous dire que la concurrence est rude et ça se joue souvent sur les détails. Toutes ces courses font partie d'un trophée méditerranéen qui est propre maintenant à la classe 40. Est-ce que tu as l'impression que ce trophée, il prend, est-ce qu'il y a de plus en plus de participants? Est-ce qu'il y a une classe active en Méditerranée?
Alors pour l'instant, moi je suis un peu déçu parce que je suis un peu l'initiateur avec Pietro Luciani de ce circuit qui est nécessaire. D'abord parce qu'il y a des gens qui naviguent ailleurs qu'en Bretagne, ils ont besoin, pour ceux qui font par exemple la route du Rhum ou la Strada, ils ont besoin de se qualifier et les obliger de se qualifier sur des courses qui sont pas en Méditerranée, c'est un peu cruel. Donc on avait besoin de créer quelque chose. Alors, on sait qu'il y a un potentiel qui est important. Il y a on va dire une quinzaine de classes 40 en Méditerranée. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de changements dans la jauge, alors ce qui pose pas trop de problèmes pour les bateaux qui sont habitués à courir en classe 40. Par contre, pour les bateaux qui ont décroché de l'association classe 40, qui font pas ces grandes courses que sont la Transat Jacques Vabre ou la route du Rhum, ça a été un peu plus compliqué, voilà, de s'adapter à la jauge classe 40. Donc c'est vrai qu'il y a des bateaux qui n'ont pas trop joué le jeu. Je pense à quelques bateaux italiens. Et puis on a un autre phénomène aussi, c'est qu'en Méditerranée, finalement, il y a de plus en plus d'Italiens notamment qui font du classe 40, mais malheureusement, ces Italiens s'installent plutôt à l'Orient, à tort ou à raison, hein, mais et c'est vrai que ça nous dessert un petit peu. Maintenant, voilà, il faut être patient. C'est pas trop ma qualité première, mais il faut accepter le fait que ça reste compliqué, voilà, d'aligner une flotte de 10 bateaux, par exemple, sur des courses en Méditerranée. On est arrivé à 7, à 8 depuis que ce trophée existe. Mais je suis assez confiant. Il y a des nouveaux bateaux qui ont été achetés là par des Méditerranéens. Je pense au 149, il y a 129 qui est dans le coin. Donc il y a un potentiel et je pense que l'année prochaine, il y aura sans doute un peu plus de bateaux parce qu'il y a une saison qui est très axée Méditerranée. Il n'y a pas de grandes courses, notamment en automne du côté de l'Atlantique. Il n'y a pas de Transat Jacques Vabre, il n'y a pas de Route du Rhum. Il y a une course qui s'appelle le Vendée Globe qui va accaparer pas mal de choses. Et je pense qu'il y a sans doute des coureurs qui vont réfléchir à descendre en Méditerranée, parce qu'il y aura sans doute, après le circuit américain, qui, voilà, avec la Transat CIC, Belle-Île Marie-Galante, le retour par Québec-Saint-Malo, qui va se terminer vers le 15 juillet. À partir de là, il va y aura sûrement des bateaux qui vont choisir de venir en Méditerranée pour faire peut-être à la fois Palerme-Monte-Carlo, l'Odysseo sur lequel je suis en train de travailler, et peut-être la Middle Series, qui est l'une plus belle course au large qui existe dans le monde. Ouais, on va reparler tout à l'heure de la course sur laquelle tu étais en train de travailler. Tu parlais de skippers italiens en classe 40. Il y en a qui brillent particulièrement en ce moment, Ambrogio Beccaria et Alberto Bona. Toi, Quito, c'était ta dernière course sur ton bateau Made in Midi. J'ai cru comprendre que tu le mettais en vente. Oui, bah, le bateau est en vente depuis quelques temps. J'ai perdu un peu de temps avec quelques prospects, voilà, qui devaient acheter le bateau et puis finalement qui l'ont pas fait. Donc puis quelque part ça m'a arrangé parce que ça m'a permis moi de faire ma saison en Méditerranée un peu comme prévu. Et c'est vrai que voilà, je vais passer sur un autre mode puisque je vais faire la Transat Jacques Vabre avec un bateau qui est basé à Douarnenez. Alors c'est pas très midi, avec Bertrand Guillonneau, voilà, un bateau tout neuf sur lequel on a navigué très peu pour l'instant parce qu'on a fait juste notre qualification en fin juillet. Et peut-être que ce sera ma dernière course sur ce bateau-là. J'ai pas trop réfléchi à ça parce que ce bateau va beaucoup manquer. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps à le préparer avec ma petite équipe, avec Brice, avec Hervé qui travaille peu avec nous, mais on a beaucoup travaillé, on l'a beaucoup optimisé. C'est un excellent bateau. Et c'est vrai que c'est un bateau très polyvalent qui est très adapté aussi au circuit méditerranéen. Mais voilà, je sais pas trop. On verra ce qui se passe. Pour l'instant, le bateau n'est pas vendu, donc pour l'instant, on va voir ce qui se passe l'année prochaine. Bon, bah parlons justement du bateau sur lequel tu vas faire à la Transat Jacques Vabre, du binôme que tu vas former avec Bertrand Guillonneau. Est-ce que tu peux nous dire qui est Bertrand Guillonneau et comment s'est faite l'association avec lui?
Alors, moi, je vais commencer par une petite plaisanterie. En fait, j'ai 62 ans et à mon âge, il y a beaucoup de personnes qui ont à peu près mon âge qui m'ont conseillé de jamais m'éloigner trop d'un urologue. Et il se trouve que Bertrand Guillonneau, c'est sa spécialité. Il est chirurgien urologue, c'est un chirurgien très réputé dans le monde, il travaille à Berlin, puisque sa femme est allemande, et puis il a travaillé quelques années, voire quelques décennies à New York pour exercer sa profession. Donc c'est un professionnel de très grande qualité et c'est quelqu'un qui est passionné évidemment par la voile. Il a fait pas mal de choses, et, notamment une Transat Java, une route du Rhum. C'est son troisième classe 40. Et il a toujours eu des bateaux de seconde main et là il s'est fait un peu plaisir. Donc il a acheté un bateau neuf, un bateau de dernière génération qui est un Pogo signé Guillaume Verdier. Donc ça fait partie aussi, si tu veux, des raisons pour lesquelles moi j'ai validé voilà cette association, c'est que de naviguer sur un bateau signé par Guillaume, bah, ça fait à peu près 20 ans que c'est le cas pour ma part, que ce soit en IMOCA, en multi 50 ou en classe 40, j'ai toujours navigué avec des bateaux signés Guillaume et voilà, je garde cette tradition. Voilà, et puis c'était une occasion un peu, voilà, c'était un peu finalement un objectif que je m'étais fixé moi en début d'année, c'est-à-dire de naviguer sur un bateau récent, un SCO, tout simplement parce que les bateaux seront plus efficaces, hein, à certaines allures en tout cas, hein. Donc c'était nécessaire, voilà, de naviguer sur les finalement les mêmes outils que les concurrents. Aujourd'hui, il y a eu une transformation de la classe 40 complète. Finalement, aujourd'hui, il y a très peu ou il y a quasiment plus de bateaux pointus. C'est peut-être dommage, mais bon, c'est un fait, hein. Voilà, on constate que la classe s'est transformée. Et c'était un objectif, voilà, de naviguer sur un bateau récent, de dernière génération. Ce sera le cas. Et c'est vrai qu'avec Bertrand, ben, on se connaissait pas, on n'avait jamais navigué ensemble, et que c'est d'abord quelqu'un de très agréable à naviguer. On a découvert ça finalement en juillet en partant sur cette qualification qui était un peu musclée, parce que c'était pendant le Fastnet qui, comme tu le sais, a été un peu mouvementé. Donc on a eu des conditions un peu dures, c'était parfait pour tester le bateau dans les conditions difficiles, et ça nous permet de gagner un peu du temps sur la préparation du bateau, parce qu'il y avait pas mal de choses à revoir en arrivant. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui a plein de compétences et avec qui j'espère on va faire un joli tandem, voilà, et l'objectif ça va être de mettre le maximum de jeunes derrière. Bon, en tout cas, ta prostate est entre de bonnes mains. Et en dehors de ça, Quito, tu as donc découvert, donc découvert un nouveau bateau, le Pogo S4. Est-ce que tu avais déjà navigué sur l'Esco et quelles sont un peu les sensations que tu as ressenties sur cette qualif? Franchement, ils sont détestables. C'est vraiment. Alors, il y a eu beaucoup de changements en classe 40. J'en parlais il y a pas longtemps, mais c'est vrai que les bateaux sont détestables. C'est des bateaux inconfortables, qui sont très durs à mener, qui sont incompatibles avec le moteur quasiment. Donc, c'est des bateaux pas à mettre entre toutes les mains. Voilà. Bon, par contre, c'est clair que c'est efficace, hein. On est évidemment d'accord, tous là d'accord là-dessus. Ce sont des bateaux efficaces, mais qui sont pas des bons bateaux pour moi. Voilà, on a perdu un peu au change. On a des bateaux qui étaient sympas, qui étaient fun, qui étaient agréables à naviguer dans la brise, qui étaient capables de traverser à peu près n'importe quoi. Et on est passé sur des trucs qui sont ouais, plus difficiles, où la notion de plaisir, elle a beaucoup reculé finalement dans comment dire, dans les priorités, voilà, de la navigation en classe 40. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est l'évolution. Voilà, je sais pas si on a progressé, mais en tout cas, c'est une évolution qui est incontestable. Bon, donc faut être un petit peu maso pour aller naviguer sur ces bateaux. Ouais, alors Mazo peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que la notion de plaisir est nettement moins importante que sur nos anciens bateaux. Et moi, je suis un peu inquiet d'ailleurs à ce niveau-là sur l'évolution de la classe. Je pense qu'on va perdre
pas mal d'amateurs. J'ai un peu peur de ça, et j'ai peur que si la classe devienne très professionnelle, qu'on observe un déclin un petit peu de la classe 40 qui a tellement évolué dans les dernières années de manière si formidable. J'ai peur que ça décline un peu. Je suis un peu inquiet pour ça. J'espère que je me trompe. Mais voilà, je pense qu'on va perdre un peu du monde avec ces nouveaux bateaux. Qu'est-ce que vous allez chercher comme résultat avec Bertrand sur cette Transat Jacques Vabre? Est-ce que vous fixez un objectif précis? Est-ce que vous savez avec qui vous voulez batailler? Non, c'est difficile d'avoir un objectif d'abord parce clairement en termes de préparation, on sera pas au top par rapport voilà aux clients qu'on connaît sur la classe 40. On n'aura pas beaucoup navigué sur le bateau. Alors moi j'y retourne en septembre pour finir la préparation, pour essayer de s'entraîner un peu, etc. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas une préparation exemplaire sur la Transat. Par contre, le bateau est bien. Je pense que c'est un bateau qui est bien né, qui a profité finalement des évolutions des premiers, notamment celui de Xavier Macaire. Ou d'Everial par exemple. Donc c'est vrai que ça nous fait gagner du temps, on part pas dans l'inconnu. Je pense qu'on a tous les deux avec Bertrand beaucoup d'expérience. Moi, je connais évidemment très bien cette Transat Jaguar, ça va être ma 12e. Donc, il va falloir tirer des bons bords. Je pense qu'on sera capable de ça. On sera sûrement moins à l'aise en termes de manœuvre, en termes de connaissance du bateau que la plupart des cadors de la série. Mais voilà, on va essayer. L'idée, c'est de rentrer dans les 10. Ça va être notre objectif, c'est de rentrer dans les 10 et mieux si affinité. On parlait d'un bateau Pogo S4 qui avait déjà marqué la concurrence en 2021 avec quelques bords où il avait un peu traversé la flotte. C'est quoi les grosses qualités de ce bateau par rapport aux autres classes 40? Bah, je pense que au vu des dernières régates depuis 2 ans que ce bateau existe, on voit bien que ce bateau a des vraies qualités de glisse au portant. Voilà, c'est sans doute lié au fait d'avoir un peu moins de largeur à la flottaison, un peu moins de surface mouillée. Donc ça lui permet d'avoir des vitesses assez impressionnantes effectivement au portant. Il est un peu moins efficace au reaching, même si ça reste un très très bon bateau. Au pré un peu moins bien. Mais on va dire que sur une Transat Jacques du pré, on va pas en faire beaucoup, du moins je l'espère. Donc globalement, c'est un bateau qui est plutôt efficace sur une Transat Jacques Vabre. Maintenant, voilà, on connaît la concurrence, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire du bateau, qui sont bien préparés. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bateaux très très différents. Donc ça va être une transat difficile. Il y aura, je sais même pas combien on est, mais on va être entre 40 et 45 bateaux. Donc ça va être évidemment difficile. Il va falloir trouver sa place dans cette grosse flotte classe 40. En tout cas, j'espère que ce sera agréable à suivre pour tout le public qui va suivre cette Transat Jaguar. Ouais, je crois qu'il y a même quasiment 50 bateaux au départ du Havre. Quito, tu le disais, c'est ta 12e Transat Jacques Vabre. Tu les as toutes faites depuis ta première en 2001. Ça t'inspire quoi? Bah, c'est étonnant, je suis étonné d'ailleurs d'être le seul à avoir fait toutes les Transats Jacques Vabre d'affilée de ce siècle. Pourtant, il y a du monde qui fait cette transat, qui est une transat en double, donc ça multiplie finalement les opportunités hein, pour courir cette transat. Et c'est vrai que je suis toujours un peu étonné que moi, méditerranéen, j'ai eu cette chance de partager le bord avec des skippers aussi étonnants que des Jean Le Cam, des François Gabard, des Yves Le Blévesque, des Yannick Bestaven, des Yann Regnault, des Gwen Spiek, des Sébastien Coll, et j'en passe. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Peut-être que je suis assez sociable finalement comme garçon, même si mais mes plus proches le pensent pas. Voilà, je pense que je m'adapte assez bien et c'est vrai que moi je suis assez fier de ça. J'ai raté finalement les premières Transat parce que j'ai commencé la course au large finalement dans les années 2000 et j'ai raté toutes ces transats qui allaient notamment en Colombie. Voilà. Donc j'ai raté ça et depuis j'ai essayé vraiment des courses que j'aime bien et
ces épreuves en double, je les aime bien. Ça a été la même chose avec les transats AG2R. J'ai toujours adoré ces aventures qui sont des aventures sportives, mais qui sont aussi des aventures humaines, de partager des moments difficiles, parce que c'est toujours des transats difficiles, avec un autre personnage, quoi. Voilà. Et j'ai toujours aimé ça, et je pense que je vais continuer à aimer ça longtemps. Ouais, on rappelle que sur les 11 que tu as faites, tu en as fait 6 en IMOCA, 4 en classe 40 et une en multi 50, les anciens Ocean 50 avec Yves Le Blévec. Est-ce que tu te rappelles de toutes et est-ce que si tu devais en... J'en ai fait une aussi en Norma, il me semble. Enfin, je sais pas, il me semble, je m'en souviens parce que c'était avec Jean Le Cam, avec Bonduel, donc ça va être en 2003. Donc j'en avais fait deux avec Jean Le Cam, en 2003 et 2005, donc une avec son Norma qui s'appelait Bonduel et la deuxième avec son Imoca qui s'appelait aussi Bonduel. Et j'en garde de très très bons souvenirs. Même si en Norma c'était un peu extrême, et je me souviens que Jean était capable de dormir mais très très bien, alors que le bateau il était voilà sur une patte, tu vois, à 25 nœuds, et ça m'a toujours beaucoup impressionné, quoi. Il avait une énorme confiance envers celui qui était à la barre, et ce que je méritais absolument pas à l'époque parce que j'étais quand même un minot, même si j'avais 42 ans, voilà, mais j'étais minot dans l'exercice, et j'étais impressionné par par le, le comment dire, la confiance qu'il accordait à la fois dans son bateau et des gens qui le menaient au-dessus. Voilà, c'était assez impressionnant. Ouais, tu as raison de me corriger. Tu en as fait 5 en IMOCA et une en Norma, effectivement. 4 en classe 40, une en multi 50. Est-ce que tu te souviens de toutes? Est-ce qu'il y en a, en dehors de celle dont tu parlais avec Jean, il y en a une qui t'a marqué plus que les autres? Je sais pas s'il y en a une qui m'a marqué plus que les autres. Elles ont toutes été assez formidables, toutes sympas. Franchement, j'ai vraiment pas en tout cas, l'inverse n'existe pas. C'est que j'ai pas de transat Jacques Vabre qui s'est mal passé. En tout cas, avec les gens avec qui j'étais. Il y a peut-être celle qu'on avait faite avec François qui m'a marqué un peu parce qu'on a pris un gros coup de vent au large. François pour en témoigner. On s'est pris, je crois, 70 nœuds, vraiment très très au large, et on avait choisi d'aller affronter ce gros coup de vent au plus près pour avoir le moins de mer possible. Et c'était un coup gagnant parce on avait bien joué, on a eu effectivement beaucoup de vent, mais c'était moins grave que d'avoir la mer qu'avaient subi les autres bateaux. Et je me souviens surtout de l'arrivée, c'était au Costa Rica, hein, à Puerto Limón, et on avait fait second avec François. Je crois que c'est Marco Guillemot et Charles Codrely qui avaient gagné, mais c'était arrivé de nuit. Au milieu de la nuit, nous est arrivé plutôt en fin de matinée, et il y avait tout le village. C'était comme si on avait gagné la course. Voilà, il y avait une ambiance vraiment formidable et très bon enfant à Puerto Limón, et je m'en souviens comme si j'étais. Ouais, effectivement, si je me souviens bien, c'était en 2009 sur ton IMOCA Groupe Bell. Je crois que tu as signé 3 podiums. Vous aviez terminé deuxième, mais je crois que tu as signé deux autres podiums. Est-ce que parfois tu as été proche de la victoire, qui t'a échappé finalement sur cette Transat Jacques Vabre? Ouais, c'est vrai que sur mes 11 Transat Java, j'ai jamais gagné. Ceci dit, il est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que celle qu'on regrette le plus finalement, c'est la course qu'on a faite en 2013 avec Yves Le Blévec. On a fait une énorme bagarre avec Erwan Leroux et Yann Eliès. Ça s'est joué à pas grand-chose, vraiment sur des détails. On était en tête à Madère, on était obligé de s'arrêter pour changer un truc qui pèse 20 grammes, qui est un aérien, juste la partie arrière de l'aérien de la girouette. On s'est arrêté 4 heures, on a repris la tête dans le poteau noir, et on s'est barré comme des chiffonniers le long du Brésil. Et au final, on a fini par casser, je sais plus quoi. Je crois que c'est une amure de Genac qui nous a privés de cette victoire. Et ouais, c'est celle qu'on regarde. Par contre, je me souviens de la tête qu'on faisait à l'arrivée. D'ailleurs, j'ai une photo sous les yeux. Je suis chez moi, j'ai une photo sous les yeux d'une photo qui a été prise à l'arrivée. On est défiguré.
tellement l'énergie qu'on a déployée à bord de ce bateau-là avait été intense. On a été défigurés. On a évidemment les yeux qui brillaient et la banane, mais on était voilà pas beau à voir quand même. Incroyable. Bon, tu as été au Brésil, au Costa Rica. Cette fois-ci, c'est en Martinique. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Est-ce qu'une arrivée en Martinique, c'est un petit peu moins dépaysant? Oh non, la Martinique, on n'arrive pas souvent en Martinique finalement. Ce sera la deuxième fois. Il y a les ministres qui arrivent souvent aux marins, mais nous, on n'a pas l'habitude d'arriver en Martinique, donc c'est très bien. Moi, ça me rappelle des souvenirs parce que ma première transat, alors ça me rajeunit pas, hein, c'était en 80. Je l'avais terminé en Martinique. Donc moi je suis ravi d'aller en Martinique, c'est très bien et ce serait même bien que la Transat Java ou d'ailleurs d'autres courses arrivent dans d'autres endroits parce que pour faire de la course au large, il faut d'abord aimer voyager et c'est vrai que le voyage fait partie à part entière voilà de notre plaisir voilà de coureur et donc si on pouvait changer de temps en temps assez régulièrement ce serait très très bien. Mais moi je suis ravi d'aller en Martinique, j'ai des très bons copains en Martinique et il y a toujours une ambiance folle. Voilà, donc ce sera super, une super arrivée à Fort-de-France. Bon, justement, à propos de voyage, tu citais tout à l'heure l'Odysseo, un projet de course sur lequel tu travailles en Méditerranée depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où en est ce projet? Est-ce que cette course va enfin voir le jour? Alors, il y aura une annonce, donc là c'est un scoop parce que c'est le premier à le savoir. On aura une annonce, voilà, de la première édition de l'Odyssée au Havre, quelques jours avant le départ de la Transat Java. Bon, ce sera commode, il y aura à la fois les coureurs, les médias, donc ce sera le plus commode pour tout le monde. Ça évitera le déplacement, ce qui est toujours une bonne chose pour la planète. Et la première édition de l'Odyssée aura lieu donc en fin septembre, début octobre de l'année prochaine. Voilà, avec deux classes invitées qui seront les classes 40 et les Ocean 50. Voilà, on espère avoir une trentaine de bateaux au départ. Alors le parcours qui est proposé, c'est un départ d'Occitanie, dans le Gard, à Port-Camargue, qui est mon fief finalement, qui est capable, qui est le plus grand port d'Europe de plaisance, voilà, qui est capable d'accueillir une grosse flotte. On ira virer quelques îles en Grèce. Alors Ithaque pour les classes 40 et sans doute Rhodes pour les Ocean 50. Alors c'est quand même météo dépendant. Et pour une arrivée à Saïdia, la marina de Saïdia, que peu de gens connaissent, qui est en Méditerranée, au Maroc. Voilà, où il y aura une grosse fête d'arrivée en Afrique, ce qui passe très très courant. Voilà, donc on travaille. Alors, évidemment, c'était une organisation très ambitieuse, c'est pas facile. Une première édition sur des parcours originaux. Voilà, donc on y travaille. J'y mets beaucoup d'énergie. On a quelques réunions d'ailleurs cette semaine avec les principaux protagonistes. Voilà, mais ça se passe bien. Alors, il y a quelques difficultés évidemment, mais globalement, on va dire que le global est plutôt positif. On a surtout une grosse attente du côté du Maroc. Ils sont très très motivés pour accueillir une flotte de course au large. Et ce qu'on veut surtout, c'est de proposer, voilà, à la course au large, à nos amis qui sont plutôt basés en Bretagne, de venir une fois tous les 4 ans en Méditerranée pour faire un truc qui sera pérenne et dont on parlera encore dans 50 ans, du moins c'est le souhait que je formule. D'accord, super intéressant. Ça, beau parcours en perspective. Est-ce que c'est toi qui es organisateur, tu es directeur de course, tu es tout à la fois? Est-ce que c'est ta société Alors, qui organise cette nouvelle course? Alors en ce moment, je suis tout un peu à la fois parce que évidemment, c'est des initiatives personnelles qu'on essaye de partager. Donc il y a beaucoup de monde autour du projet, mais aujourd'hui, je suis un peu le chef d'orchestre de ce projet-là. Mais très vite, ça va se mettre en place. On a déjà un directeur de course qui est Guillaume Rotet, voilà, que je connais depuis 30 ans. Et puis on essaie d'organiser, de co-construire avec à la fois les classes, classe 40 et Ocean 50 et puis tous les partenaires voilà qui vont s'associer au fil des semaines à ce joli projet.
Alors évidemment, je serai pas tout seul. Aujourd'hui, je suis tout seul parce qu'il y a une prise de risque importante et que tout le monde n'est pas capable de prendre des risques. Moi, j'en suis capable. On a déjà soulevé quelques montagnes, donc celle-là sera une de plus. Voilà, mais très vite, ça va s'organiser sur une co-construction avec des co-partenariats. Mais ça, on vous le découvrirez donc autour du 25 octobre au Havre, puisqu'on invitera tout le monde évidemment à cette présentation. Bon, donc rendez-vous Havre. Est-ce que Quito va continuer à côté de ça à naviguer en 2024? Est-ce que tu vas par exemple participer à cette course éventuellement? Et est-ce que tu continues d'avoir des projets de course? Oui, alors j'espère bien que je vais continuer à naviguer, hein, j'ai toujours envie. Alors j'ai peut-être plus envie aujourd'hui de un peu naviguer sur le bateau des autres, ce que j'ai pas beaucoup fait ces dernières années. J'ai toujours eu des projets euh, un peu perso qui m'ont éloigné de ce genre de fonctionnement. Je pense que l'idée c'est d'aller sur le bateau des autres, faire profiter finalement de mon expérience à d'autres équipages, quels que soient les équipages, quels que soient les bateaux, hein, que ce soit des bateaux IRC, des gros bateaux, des petits, des classes 40 ou autre chose. Voilà, je suis open. D'ailleurs, c'est une annonce que je fais aujourd'hui. J'ai envie de ça. J'espère que mon bateau sera vendu d'ici l'année prochaine, ce qui va me libérer un petit peu pour organiser, pour passer un peu de temps sur l'organisation de l'Odysseo, hein, qui demande beaucoup d'énergie. Voilà, mais j'espère pouvoir naviguer aussi sur le Trophée Méditerranée, hein. Il y a plein de courses, il y a une saison qui est très dense l'année prochaine, donc j'espère que je pourrai profiter un petit peu de ça aussi, mais sans avoir la charge finalement du projet lui-même. Donc, avis aux amateurs, si vous voulez gagner l'année prochaine sur le Trophée Méditerranée en classe 40, il faut embarquer Quito qui a réalisé le Grand Chelem cette année. Eh ben, écoute, Quito, merci beaucoup. On a fait bien le tour de ton actualité qui est encore très riche et qui va pas tarir dans les semaines à venir puisque tu vas rejoindre le Havre, la Normandie pour prendre le départ de ta 12e Transat Jacques Vabre. On te souhaite une excellente Transat Jacques Vabre avec Bertrand Guillonneau et on suivra bien évidemment, on sera au Havre pour assister à la conférence de presse de présentation de cette Odysseo qui fait bien envie l'année prochaine. Merci beaucoup Quito, on te souhaite une bonne journée et à très bientôt. À très bientôt, Axel, et bonjour à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!